Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité en Irak, de grands rideaux de fumée toxiques au sud du pays retardent la progression des forces armées dans leur reconquête de Mossoul. Entre-temps, bonne nouvelle, la ville chrétienne de Karakosh a été libérée. Nouveau coup dur pour Donald Trump, une actrice porno américaine accuse le candidat républicain à la présidentielle américaine de lui avoir proposé une relation sexuelle tarifée. Et aux États-Unis, toujours, la naissance d'un empire des médias et des télécommunications. AT&T et Time Warner vont fusionner. C'est officiel, montant de la transaction 85,4 milliards de dollars. Je vous le disais en titre, en Irak, de grands rideaux de fumée dans la région d'Al-Qaraya, au sud de Mossoul. Des fumées toxiques émanant d'une usine de soufre incendiée il y a 3 jours par des djihadistes du groupe État islamique. N'empêche, les militants islamistes ont ainsi réussi à retarder la progression des forces armées dans leur reconquête de Mossoul. Et pendant que les troupes d'élite de l'armée progressent depuis le sud de Mossoul, les Peshmerga, eux, avancent sur le front nord. La ville chrétienne de Karakosh a été libérée. Reportage. Les hommes de Daesh ont été chassés de ce village. Mais le commandant Jihan sait mieux que quiconque. Surtout, tu restes là et tu ne touches à rien, d'accord? À quel point les djihadistes peuvent nuire encore. Dans ces maisons, c'était leurs ateliers où ils fabriquaient et stockaient leurs munitions. Un labyrinthe de ruines et de câbles où seul l'œil avisé de ces Peshmerga permet d'éviter les pièges et les mines disséminées un peu partout. Ça, c'est une voiture piégée de Daesh qui n'a pas explosé. Le détonateur est au fond là-bas. Et regardez ce qu'ils utilisent, de l'engrais agricole. C'est facile à trouver, facile à fabriquer et c'est aussi puissant que du TNT. Les rares villageois autorisés à venir récupérer leurs effets de valeur savent que ce n'est pas sans danger. Bien sûr qu'on a peur. Qui n'a pas peur des mines? Mais on n'a pas le choix, on n'a plus rien, plus d'affaires. On vient juste quelques minutes et on repart. Il y a un cadavre de Daesh là-bas. Je crois qu'il a une ceinture d'explosifs. Il est loin? Non, juste là. Le commandant Jihan Filmez de loin, restez derrière. s'avance vers le cadavre du djihadiste, avec un simple cutter et aucun matériel de protection. Il est rompu à la tâche, dit-il. Moins d'1 minute plus tard, il revient avec la ceinture. Il y a de l'explosif, des fragments et des billes métalliques pour faire un maximum de dégâts et tous nous tuer autour. Des pièges en tout genre et des munitions que les djihadistes de ce village conservaient dans ce tunnel creusé sous les fondations de la maison pour éviter que leur stock soit détruit par les frappes de la coalition. Là, c'est un mortier de 60 mm. Là, des cartouches de mitrailleuses. Regarde, j'ai aussi trouvé une autre ceinture de kamikaze. Elle est prête à être utilisée. Il y a même là l'étendard noir du groupe État islamique. Quand ils nous tirent dessus dans les villages, ils courent et ils se réfugient aussitôt dans les tunnels, tout de suite, pour éviter qu'on riposte et qu'on les atteigne. Le commandant Jihan est fier de ses découvertes aujourd'hui. Conscient aussi que cette bataille contre un ennemi souvent invisible ne fait que commencer. Entre-temps, le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi refuse toujours la proposition de la Turquie de prendre part à l'offensive. Washington avait pourtant fait état d'un accord de principe entre Bagdad et Ankara après une réunion avec le président Erdogan. Les explications d'Etanaji. Face au secrétaire américain à la défense, Haïdar el-Abadi persiste et signe. La Turquie n'est pas la bienvenue dans la bataille pour reprendre Mossoul. Je sais que les Turcs veulent participer et nous leur disons merci. Mais c'est à nous, Irakiens, de libérer Mossoul et le reste des territoires. Le Premier ministre accuse Ankara d'ingérence dans le nord de l'Irak. Une brouille diplomatique qui remonte à un peu plus d'1 an, lorsque la Turquie a commencé à envoyer des soldats dans la base militaire de Bashika.
Entre 500 et 2000 hommes sunnites pour former la garde de Ninive, commandée par l'ancien gouverneur de Mossoul, Atil Noujaifi. Ce dernier est accusé par Bagdad d'être le responsable de la chute de Mossoul en juin 2014. Dans le discours officiel turc, les unités de la garde de Ninive combattent le groupe État islamique. Ankara accuse de son côté Bagdad d'aider les Turcs du PKK, qu'elle considère comme des terroristes. La Turquie ne peut pas rester inactive face aux menaces terroristes, face aux potentielles vagues de réfugiés en provenance d'Irak ou d'autres régions touchées par les conflits et les massacres. Par conséquent, nous n'hésiterons pas à passer à l'action si nécessaire. Recep Tayyip Erdogan veut avoir un droit de regard sur la région frontalière de Ninive. Alors que la reconquête de Mossoul est en marche, le président turc ne souhaite pas que la ville tombe aux mains des Kurdes ou des chiites de l'armée irakienne. Dans le reste de l'actualité, chaque jour, les équipes de secours semblent de plus en plus submergées par la vague migratoire provenant de la Libye. Ce week-end, en quelques heures, plus d'1 millier de réfugiés ont été sauvés au large de ce pays gangréné par la guerre civile. 9 migrants auraient trouvé la mort et 10 autres, dont 4 enfants, sont toujours portés disparus. Marie Schuster. Dans ces sacs en plastique, les corps de 14 migrants. Ils ont trouvé la mort au large de la Libye et leurs corps sont transférés à bord du Siem Pilote. Tous rêvaient de rejoindre l'Europe. Tout le week-end, le Siem Pilote a enchaîné les opérations de sauvetage. 2400 personnes ont été secourues depuis vendredi. Des hommes, des femmes et des enfants abandonnés à leur sort par des passeurs sur des canots pneumatiques comme celui-ci. À la tombée de la nuit, une scène de panique. Le Siem Pilote est plein alors que 12 migrants sont encore à l'eau. Impossible de les secourir. Des cris, puis un geste désespéré. Les migrants se jettent à l'eau pour rejoindre le bateau et finissent par monter à bord. Des scènes de désespoir quotidiennes au milieu de la mer Méditerranée. Depuis le début de l'année, plus de 3500 personnes ont disparu ou ont été tuées en tentant de rejoindre l'Europe. Dans le reste de l'actualité, nouveau coup dur pour Donald Trump. Une actrice porno américaine a accusé le candidat républicain à la présidentielle de lui avoir proposé une relation sexuelle tarifée. Elle a précisé que le milliardaire lui avait offert 10 000 $ pour le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. L'équipe de campagne du candidat républicain a rejeté ces accusations. On écoute Jessica Drake. Il m'a demandé de le rejoindre dans sa suite et de dîner avec lui. Il m'a aussi invité à une fête. J'ai refusé. Donald m'a alors demandé « Qu'est-ce que tu veux ? Combien tu veux ?» Après, j'ai reçu un coup de téléphone de Donald ou de quelqu'un qui appelait en son nom et qui m'a proposé 10 000 $. J'ai de nouveau refusé. Et une fois encore, j'ai donné l'excuse selon laquelle je devais rentrer à Los Angeles pour travailler. Infatigable, Donald Trump a tenu ce week-end des rassemblements dans 3 États différents, Pennsylvanie, Virginie et Ohio. En dépit d'un écart de 6 points avec Hillary Clinton, le candidat républicain n'a pas perdu tout espoir. Dans la ville historique de Gettysburg, site de la plus sanglante bataille de la guerre de sécession, il a présenté son programme pour les 100 premiers jours de sa présidence, s'il est élu. Noémie Roche nous en dit plus. À Gettysburg, le candidat républicain est venu dévoiler ses premières mesures en tant que président. Mais dans ce lieu emblématique de la guerre de sécession, Donald Trump veut aussi montrer qu'il reste combatif malgré les difficultés. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, le milliardaire menace. Toutes ces femmes ont menti pour causer du tort à ma campagne. Ces événements ne se sont jamais produits, jamais. Toutes ces menteuses seront poursuivies après l'élection. Première mesure, une fois élu, Donald Trump fera le ménage à Washington. Et pour le dire, le candidat reprend les mots de l'ancien président Abraham Lincoln, prononcés bien avant lui, au même endroit. Le 8 novembre, les Américains voteront pour ce plan de 100 jours pour restaurer la prospérité de notre pays, sécuriser nos communautés et améliorer l'honnêteté de notre gouvernement. C'est la promesse que je vous fais. Si nous suivons ce projet, nous retrouverons un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
En matière d'économie, Donald Trump promet de baisser les impôts tout en créant 25 millions d'emplois sur 10 ans. Il veut renégocier le traité de libre-échange nord-américain et faire sortir les États-Unis du partenariat transpacifique. Le candidat républicain souhaite instaurer des contrôles extrêmes aux frontières, abolir la loi Obamacare, mais aussi redévelopper la production d'énergie fossile et annuler les milliards de dollars de paiements prévus aux Nations Unies pour lutter contre le réchauffement climatique. Peu de nouveautés dans cette série de mesures. Pour finir, Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de mettre encore une fois en doute la régularité des élections à venir. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, je vous l'annonçais en titre, aux États-Unis, la naissance d'un empire des médias et des télécommunications. AT&T et Time Warner vont fusionner. Les conseils d'administration des deux groupes ont donné leur feu vert ce samedi soir. Le géant des télécoms AT&T débourse donc 85,4 milliards de dollars pour acquérir Time Warner. C'est dans ce secteur l'une des plus grosses fusions de ces dernières années. Cela permet à AT&T de mettre la main sur plusieurs chaînes de télévision comme CNN et HBO et aussi sur un important catalogue de films et de séries. Une manière de fournir non seulement le câble mais aussi le contenu de ce qui passe dans le câble. Reste que cette méga fusion doit encore être approuvée par l'autorité de régulation qui pourrait s'alarmer d'un risque d'entrave à la concurrence. La colère monte au Venezuela contre le gel du processus référendaire visant à destituer le président Maduro. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Caracas, la capitale, pour dénoncer une dictature déclarée, cruelle, sans limite. La marche était menée par un groupe de femmes dont l'épouse d'une figure de l'opposition, Leopoldo López, actuellement emprisonné. Ce dimanche, l'Assemblée où l'opposition est majoritaire se réunit en session extraordinaire. Des mesures concrètes sont attendues. Une mobilisation d'ampleur est aussi prévue dans tout le pays mercredi prochain. Le bilan de l'accident de train survenu vendredi 21 octobre au Cameroun ne cesse de s'alourdir. Plus de 75 personnes sont mortes et 600 blessées, selon un responsable de la compagnie ferroviaire. Le train avait quitté la gare de la capitale Yaoundé pour rejoindre Douala. Il a déraillé vers la mi-journée aux abords de la ville d'Esseka. Le président Paul Biya, qui est en plein déplacement à l'étranger, a présenté ses condoléances sur sa page Facebook. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre les causes de l'accident. Selon les témoins, 8 wagons supplémentaires avaient été ajoutés au départ du train qui comptait normalement 9 voitures afin d'embarquer des passagers en plus. Colère dans la rue en France, 14 jours après l'agression de 4 policiers, les manifestations nocturnes s'enchaînent et les syndicats demandent des mesures concrètes pour que le mouvement de protestation se calme. Ils étaient près de 500 policiers à manifester hier soir à Paris pour réclamer une réforme de la légitime défense. Johanna Citruc. Sur la place de la République, plusieurs centaines de policiers manifestent leur colère. Une colère qui ne cesse d'augmenter depuis l'agression il y a 2 semaines de 4 des leurs à Viry-Châtillon. Ce qu'on veut aujourd'hui, même si on ne nous plaît pas, on veut des moyens, on veut du matériel, on a besoin de monde, on veut des missions adaptées. On ne veut pas que du soutien. Le soutien c'est bien, mais l'action c'est mieux. Aujourd'hui, le patron de la police semble avoir entendu leur message. Dans le journal du dimanche, Jean-Marc Falcon présente un plan de sécurité publique, une série de mesures pour apaiser ses troupes. Tout d'abord, il va moderniser leurs moyens, avec entre autres un armement plus sophistiqué, un système de radio plus efficace, l'acquisition de tablettes connectées ou encore une meilleure protection des véhicules. La deuxième série de mesures vise à libérer les policiers de certaines de leurs missions. Par exemple, la protection de personnalités ou encore la surveillance statique, des tâches qui peuvent être confiées à des entreprises privées. Dans plusieurs commissariats, certaines de ces mesures seront appliquées dès lundi. Concernant la légitime défense, en revanche, le patron de la police se dit contre un assouplissement des règles. Jean-Marc Falcon doit remettre des propositions au ministre de l'Intérieur la semaine prochaine.
Toujours en France, c'est ce lundi que débutera l'évacuation de la jungle de Calais, ce camp situé dans le nord du pays et qui abrite plus de 6500 migrants. La justice a donné en début de semaine son feu vert au démantèlement du site. À partir de lundi, les réfugiés seront redirigés vers des centres d'accueil et d'orientation répartis à travers tout le territoire français. Dès lors, les autorités étudieront les dossiers de demande d'asile. L'évacuation de la jungle devra être bouclée en une semaine. Par précaution, plus de 1200 policiers et gendarmes sont mobilisés aux abords du site. La FIAC au Grand Palais à Paris, chaque année, la Foire internationale d'art contemporain rassemble galeristes, collectionneurs, conservateurs, directeurs de musées et personnalités du monde de l'art contemporain les plus cotés. Le reportage de Karina Chabour et Fanny Allard. Paris, capitale de l'art contemporain, même si sur le marché européen, c'est bien Londres qui domine. Pour les grandes galeries du vieux continent présentes à la FIAC, le Brexit n'y change rien. Il y a tellement d'acteurs à Londres, maisons d'enchères, grands musées, et puis de nombreux artistes vivent à Londres, et de grandes galeries. Et je pense que tout cela ne changera pas. Autre avantage londonien, un taux de change favorable. La chute de la livre permet aux collectionneurs étrangers d'acheter des œuvres moins chères. Londres profite aussi d'une fiscalité avantageuse. Avec le Brexit, cette grande galerie parisienne redoute une concurrence encore plus féroce. Mais quand on voit quand même que la réaction certainement des Anglais va être faire encore plus de dumping sur les impôts, on risque effectivement de nous en ressentir les conséquences en étant encore plus dessaisis des clients potentiels. Avec ou sans Brexit, Londres reste donc incontournable. Pour ce géant mondial des ventes aux enchères, Paris doit se montrer plus attractive. Il faudrait arrêter la chose suivante, que régulièrement on pose la question de l'inclusion des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Évidemment, les œuvres d'art ne sont pas dans l'ISF aujourd'hui, mais tous les 2 ans, la question est posée. Le simple fait de poser la question est un élément extrêmement nuisible pour notre image. Malgré ses handicaps, Paris espère rattraper son retard. La France ne pèse que 3% du marché, loin derrière le Royaume-Uni, mais aussi la Chine ou les États-Unis. Et avant de se quitter, ces images en provenance d'Argentine, vous allez le voir, des centaines de serveurs ont participé à Buenos Aires, la capitale, à une course d'un genre particulier. La règle du jeu créée il y a 12 ans, c'est de parcourir 1,6 km avec dans une main un plateau sur lequel est disposée une bouteille de soda et un verre rempli. Cette année, c'est une équatorienne, Cathy Contreras Garcia, qui a remporté l'édition 2016. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. En Irak, de grands rideaux de fumée toxique au sud retardent la progression des forces armées dans leur reconquête de Mossoul. Entre-temps, bonne nouvelle, la ville chrétienne de Karakosh a été libérée. C'est un nouveau coup dur pour Donald Trump. Une actrice porno américaine accuse le candidat républicain à la présidentielle de lui avoir proposé une relation sexuelle tarifée. Et toujours aux États-Unis, la naissance d'un empire des médias et des télécommunications. AT&T et Time Warner vont fusionner, c'est officiel. Montant de la transaction, 85,4 milliards de dollars. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans moins d'une heure à 18h, heure de Beyrouth, pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. Bon début de semaine à toutes et à tous.